Bienvenue sur le Reaching Podcast. C'est ici qu'on va faire en sorte que tu deviennes le meilleur basketteur possible en ayant des discussions basées autour de l'entraînement, de la performance et de l'univers basket de manière générale. Alors que tu sois joueur, parent, coach ou simplement passionné de basket, ce podcast est fait pour toi. Si t'es prêt, c'est parti pour un nouvel épisode du Reaching Podcast avec Coach Mathis. Ok la team, bienvenue sur ce nouvel épisode podcast. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais continuer à faire, ces épisodes podcast. Tout simplement parce que j'ai compris que YouTube, en fait, si tu as une vidéo qui a floppé, il te met moins en avant sur les vidéos d'après. Et vu que c'est ce type de format, podcast marche moyen, on va dire. Je sais pas en fait. Donc c'est peut-être le dernier épisode, j'en ai aucune idée. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez continuer à voir sur la chaîne, dites-le moi dans les commentaires et partagez cette vidéo un maximum. Mais voilà, en gros, vous avez été nombreux à me demander un nouvel épisode podcast sur la mentalité américaine, puisque vous savez que j'ai eu la chance de jouer aux États-Unis dans l'une des meilleures écoles, Aspire Academy. Et donc voilà, et puis même le format podcast, c'est un format assez cool parce que en fait ça me permet juste d'allumer la caméra comme là. Hop, j'ai mon retour d'image juste ici. J'ai mon micro là, l'image, hop, j'ai une petite prise de notes derrière que vous voyez pas. Et ça marche comme ça en fait. Donc c'est ce qu'il y a de plus facile à tourner en vrai. Mais ouais, si ça marche pas, en fait, c'est pas parce qu'il y a peu de vues que j'ai pas envie de le faire, c'est que s'il y a peu de vues et que mes vidéos d'après sont moins montrées à l'algorithme, moi mon but c'est d'aider les gens. Donc tout simplement, si je suis moins mis en avant, j'aide moins de personnes parce qu'il y a moins de gens qui voient mes vidéos et c'est pas du tout ce que je veux. Donc voilà. Bref, la mentalité américaine. Aussi, tant que j'y pense, nouvel arc, je sais pas, je vais essayer d'être plus présent sur les réseaux sociaux, j'ai essayé de trouver une façon, mais c'est compliqué parce que j'ai d'autres activités à côté, c'est très compliqué de vivre de l'activité que je fais aujourd'hui. Impossible non, mais très très compliqué. Donc faut trouver le temps pour tourner, pour rédiger, tourner, monter, publier, répondre aux commentaires, etc. Et c'est pas facile. Donc voilà, là sur le mois d'août, je vais essayer d'être un peu plus présent. Mais voilà, bref. L'idée de cette vidéo, ça va être en plusieurs points. La première, c'est un retour d'expérience, le choc culturel que j'ai eu quand je suis arrivé aux États-Unis par rapport à leur mentalité et celle que moi je connaissais en France. Et ensuite, j'ai trouvé 7 leçons que moi j'ai appris, enfin que j'ai observé, on va dire, pas forcément que j'ai appris, sur la mentalité américaine. Ensuite, les limites de ça et ce que vous pouvez vous approprier pour pouvoir posséder un petit peu de cette... Parce que tout n'est pas négatif, tout n'est pas positif non plus. Donc voilà, mais bref. En gros, moi je suis arrivé à Spire Academy en août 2014. Donc ça fait un sacré paquet d'années, ça fait 12 ans maintenant. Et je fais toujours 1m74. À l'époque, je pesais 52 kg. Et aux USA, le jeu, il est excessivement physique. Ok, il est très 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 physique. Il y a plein de fautes qui sont pas sifflées. Il est très individualiste, donc les duels c'est excessivement important. Puis les mecs c'est des morts de faim quoi. Donc moi j'arrive sur place, ça devait être un dimanche soir et on avait entraînement le lundi matin. Non, on avait entraînement le lundi après-midi. Le lundi matin on faisait la visite et le lundi après-midi on avait entraînement, notre premier entraînement. Et donc moi j'arrive, je suis trop content et tout, ouais, machin. Je voyais ça un peu comme une colo de vacances, en fait pas du tout. Pas du tout une colo de vacances, c'était vraiment pas l'armée non plus, mais on s'en rapprochait grandement. C'est-à-dire que en fait t'arrivais sur place, moi j'étais dans la chambre avec quelqu'un qui faisait un autre sport, donc j'avais pas directement contact avec l'équipe, et le mec me parlait pas trop, enfin bon, c'est timide à cet âge-là. Et dans le couloir, je croisais mes coéquipiers, donc moi j'étais trop content. Hey, how are you, machin. Je parlais pas très bien anglais, mais bon, je pouvais faire le minimum. Et les réponses étaient assez froides. Et je me suis dit, oh là, ça va être long, hein, s'ils sont comme ça, bon, la timidité et tout, machin. Le lendemain matin, on va faire le petit déjeuner. Donc on était tous l'équipe de basket ensemble. J'étais le seul qui n'était pas anglophone. Et tout le monde, personne ne m'a adressé la parole. C'était trop bizarre. Donc j'écoutais, je disais, ouais. Personne ne m'a vraiment adressé la parole. Et voilà, donc on fait la visite et tout. Premier entraînement, dans ma tête, tu vois, moi j'étais meneur de jeu. On encaisse un panier, je remonte le ballon, je mets un truc en place. Il n'y avait pas de système. En fait, le premier entraînement, pardon, je devrais mettre le contexte. Le premier entraînement, c'est on fait un petit échauffement nul et ensuite c'est game.
Game, game, game. On a fait, pendant une semaine, on a fait que ça. Comme du pick-up game, en fait, pas de système, rien. En fait, les coachs, ils essayaient un peu d'observer nos points forts, etc. pour créer des systèmes sur ce pourquoi on était bon, tout simplement. Et du coup, donc moi, ouais, comme j'ai dit, on encaisse un panier, on me donne le ballon, et puis j'essaye de mettre les coéquipiers en avant. Et en fait, on me donne pas la balle, direct. Alors là, c'était pas compliqué. Le premier entraînement, j'ai pas reçu un seul ballon. Donc c'était plusieurs équipes de 5, donc en fait tu jouais en permanence. Mais moi je touchais pas de balle, c'était que il y avait un gars le mec qui avait le plus de charisme ou machin qui remontait la balle. Poussez-vous, un contre un. Et donc moi les seuls moments où je récupérais le ballon, c'est ce que j'avais dit je sais plus si c'était pas dans un podcast ou un truc comme ça. Le seul moment où je récupérais le ballon, c'était sur rebond offensif ou si j'interceptais la balle. Et crois-moi que quand j'avais la balle, je remontais et je shootais à 3 points direct. Et vu que j'étais plutôt adroit, je m'étais vraiment beaucoup entraîné, puis je suis adroit naturellement, mais vu que je m'étais beaucoup entraîné pendant l'été, bah, je remontais le ballon, je tirais et c'était cool, tu vois. Mais et je marquais les paniers. Du coup, j'avais eu le surnom à l'époque. Bon, les plus anciens, vous verrez de quoi je parle. Les plus jeunes, ça va être compliqué. Mais Manu Ginobili, on m'appelait le Manu Ginobili parce que je remontais le ballon et je pouvais tirer un peu, genre en contre-attaque et des trucs comme ça. Et une semaine où on fait que ça, où je vois pas un ballon alors que je suis meneur de jeu, où les coachs me disaient sois patient, sois patient, sois patient. Plutôt à ce moment-là, plutôt très bienveillant les coachs en me disant t'inquiète, sois patient. Sois patient, sois patient. Et à table, on me parlait pas trop, j'avais essayé de faire un peu la conversation et on me faisait comprendre que j'avais rien à faire là en fait. Et en fait, la mentalité américaine, c'est il faut que tu prouves. Il faut que tu prouves que tu as le droit, surtout quand tu es étranger, de faire partie des leurs. Alors quand tu arrives avec un statut où tu es déjà un super bon joueur, par exemple les joueurs pro en Europe qui vont jouer en NCAA, ils ont déjà un statut, donc ils n'ont pas forcément ce truc-là. Mais moi, j'avais le truc où il fallait que je prouve de quoi j'étais capable. Et j'y arrivais pas parce que j'avais pas le ballon en fait. Donc je pouvais défendre, etc. Mais ça avait pas le même impact. Donc ce que j'ai fait, enfin ce qui s'est passé plutôt, c'est qu'on avait à un moment donné un truc sur piste à faire, prépa physique sur piste. Et moi, encore une fois, je faisais 52 kilos. Donc sur piste, je les défonçais tous. Et j'ai défoncé tout le monde sur piste. Et là, on a commencé un petit peu à me respecter à l'époque. Et c'était parti un peu de ça. Donc voilà. Mais les 3-4 premières semaines, normalement, quand tu fais un truc comme ça, si vous avez la chance un jour d'aller étudier à l'étranger ou des choses comme ça, le premier mois, c'est trop bien, tout est magnifique, tout est cool. Et puis ensuite, t'as très vite envie de rentrer chez toi parce que ta famille te manque, tes habitudes te manquent, tes amis te manquent. Bref, c'est compliqué. Moi, ça a été l'inverse en fait. C'est-à-dire que le premier mois, c'était un cauchemar. Le premier mois, c'était horrible. J'avais pas de téléphone, ok. J'avais pas de puce. Et toute la journée, en fait, on s'entraînait. Donc je pouvais pas contacter ma famille. Et le soir, quand c'était fini, c'était à 18h, et donc c'était minuit heure française. Et donc je pouvais pas appeler ma famille, ils étaient tous en train de dormir, même ma famille ou mes amis. Et donc c'était long les premières semaines, parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est que je rentrais dans ma chambre le soir, et je disais à mon roommate, ouais, je vais prendre ma douche, je reviens, machin et tout. Je prends de la douche, et en fait, je restais longtemps sous la douche parce que je pleurais, mon gars, mais c'était trop dur, c'était vraiment trop dur. Franchement, les premières semaines, t'as pas de potes, tout le monde veut ta peau. C'est une compétition extrême à chaque entraînement. Et voilà. Et puis un jour, je commence à être un peu plus respecté. Et un jour, bon, je sais pas si je devrais dire ça dans un podcast. Mais en gros, j'ai eu une conversation avec un des joueurs, un de mes coéquipiers, avec qui je commençais à bien m'entendre. Et lui, il avait une espèce de mentalité que je kiffais. Il voulait pas être l'agressé, il était l'agresseur, tu vois. Et vraiment, ça pouvait monter dans des extrêmes où il pouvait y avoir un peu des bagarres, en fait. Voilà, un peu de la tension montée aux entraînements. Et je lui dis, mais mec, comment tu fais et tout, machin. Et puis il m'a donné le conseil, il m'a dit, moi, quand je joue au basket, le mec qui est devant moi, j'ai aucune pitié pour lui. Je vais pas vous dire exactement ce qu'il m'a dit parce que je pense que la vidéo ne sera pas monétisée, mais j'ai réussi quand il est détruit, quoi. Et je me suis dit, bon, un peu extrême. Et un jour, j'en avais ras-le-bol, ça marchait pas, machin et tout. Je dis, ok, là, aujourd'hui, là, celui qui est en face de moi, je le démonte. Et donc, ça a commencé comme ça. Et là, j'ai commencé à me faire respecter. Et la chance pour moi, c'est que c'était 2 jours avant le premier match. Et j'avais pas calculé ça, hein, c'était vraiment... j'avais pas du tout calculé ça. Et donc, du coup, j'avais travaillé dur. Et du coup, je me suis fait... j'étais mis dans le roster et dans la rotation de ce premier match. Alors, j'ai joué peut-être 30 secondes, je sais plus. Enfin, fin de première mi-temps, je crois, ou début de deuxième mi-temps. Mais vraiment, je suis rentré, j'ai fait 3 défenses. Et une défense, une attaque peut-être.
ou 2 défenses, une attaque, et ensuite je suis sorti. Mais au moins, je faisais partie des 9 de la rotation. Et ça, de l'équipe 1 en plus. Donc ça, c'était cool. Mais bref. En gros, pour vous dire que voilà, quand on arrive aux États-Unis, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a un niveau d'agressivité dans la compétition qui est vraiment extrême. Et moi, j'ai accompagné des joueurs qui partaient jouer aux États-Unis, notamment à Spire Academy, et qui y allaient vraiment, ou même les parents pensaient que c'était vraiment un centre de vacances. C'est génial, mon petit chéri, tu vas voir, tu vas adorer, ça va être top, machin. Non, c'est pas ça. Alors, il y a des entraîneurs, il y a des choses qu'ils voient et qu'ils peuvent gérer, il y a des choses qu'ils voient pas et qu'ils peuvent pas gérer. Il faut avoir un certain mental, il faut avoir un certain niveau de compétition, de besoin de compétition qui doit être important. L'année où moi je pars, il y a très peu de gens qui partaient aux États-Unis à cette époque-là. Il y en avait quelques-uns, mais très peu. Et il y en avait beaucoup qui revenaient en France au bout de 2 mois parce que c'était trop dur. Moi je faisais partie de ceux qui sont restés vraiment jusqu'au bout, donc ça c'est une grosse fierté. Mais voilà, mais bref, il y a 7 leçons dans tout ça qui sont à retenir de la mentalité américaine. La première chose, c'est qu'un joueur américain ne cherche pas à être motivé. Okay, il ne cherche pas à dire « Ok, aujourd'hui, je suis pas très motivé, je sais pas si je vais aller m'entraîner, bon allez, j'y vais quand même. » Lui, c'est dans son mode de vie. Le joueur américain, dans mon équipe, il y avait des mecs, s'ils réussissaient pas au basket, ils retournaient dans la rue. Genre, ils avaient 2 choix, 3 choix. Faire du rap, jouer au basket ou vendre de la drogue. Et il y en a beaucoup qui malheureusement ont choisi la 3e option parce que l'un marchait pas, l'autre marchait pas, et du coup c'est la 3e la manière de faire. Donc eux, c'est vital. C'est presque un besoin familial de le faire. Et donc ils n'ont pas besoin d'être motivés, eux. Ils n'ont pas besoin. Eux, c'est quoi qu'il arrive, la discipline pour pouvoir y arriver. Et ça, c'est quelque chose de très important. En France, vu qu'on a des choses qui nous sécurisent, des fois on n'est pas motivé, on n'y va pas. On s'écoute un petit peu trop. Aux USA, c'est vraiment un mode de vie. Vraiment un mode de vie. Quand moi je suis arrivé, tous les mecs, ils avaient travaillé tout l'été, 2 fois par jour, basket, muscu, basket. Tous les jours. Ils avaient fait 2 entraînements de basket et muscu tous les jours. On nous avait envoyé un programme par Spire. Eux, ils faisaient le programme, plus ils avaient des entraînements individuels en plus. Ça fait partie du mode de vie. Une famille américaine pour son enfant dépense en moyenne 500 $ par mois. Alors le chiffre exact, je ne l'ai pas, c'était une étude qui avait été faite. Ok. En France, en moyenne, on dépense 120 € par saison. Vous imaginez? Et c'est souvent pour une paire de baskets. Aux USA, il y a une vraie culture du développement individuel. Donc eux, ils n'ont pas besoin d'être motivés, ils le sont direct. Et là, j'ai changé de gourde, elle est bleue cette-ci, elle est plus rouge. Bien joué ceux qui ont remarqué. Les joueurs américains, ils voient les choses en grand. C'est-à-dire qu'en France, quand tu dis ouais, mon objectif c'est de jouer à tel niveau, de faire telle chose, etc. On peut vite te cataloguer comme quelqu'un qui se la pète, quelqu'un qui est démesurément ambitieux, etc. Là-bas, c'est vraiment, limite, c'est l'inverse. Ils vont respecter quelqu'un qui a des objectifs élevés et qui fait tout pour les réaliser, même si ça marche pas. Hein. Mais ils voient les choses en grand. C'est-à-dire que quand moi je parlais à mes coéquipiers, c'était la NBA, c'était pas l'Euroleague. Hein. C'était pas d'aller jouer en N2 en France, c'était la NBA. Et ils mettaient tout ce qui était en leur pouvoir pour pouvoir réussir à aller là. Alors, il y en a pour qui ça peut fonctionner. Dans mon équipe, il y en a personne qui allait en NBA, personne. Mais il y en a pour qui ça le fait, il y en a pour qui ça le fait pas. Mais au moins, ils rêvent grand et ils tentent leur chance. Et il y a une espèce de respect par rapport à ça. Et ça, nous en France, on n'a pas la chance de l'avoir. Je trouve ça un peu dommage. Ça veut pas dire qu'il faut dire sur tous les toits que ton objectif c'est de jouer en NBA, en Betclic, en machin, en truc. Pas ça du tout. L'idée c'est de le garder pour toi, mais c'est vraiment d'avoir cet objectif et d'y croire à 100% et de tout faire pour y arriver. Faut pas hésiter à investir. Investir, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps pour pouvoir réaliser ton rêve. Ça, c'est la mentalité américaine. Ils voient les choses en grand et ils font les choses pour ces grandes choses. Voilà, c'est à peu près... Le 3e point, la 3e leçon, c'est qu'ils osent faire les choses. Quand on joue au championnat universitaire, où le but c'est de gagner, c'est un peu différent. Mais quand tu joues dans une prep school, même une high school ou des tournois AAU, donc les tournois d'été, les sortes de Summer League pour se faire recruter, une équipe va mettre énormément... va mettre en avant le fait que les joueurs osent faire des choses. Par exemple, un exemple concret. Un mec, il va dans la raquette, il y a 2 mecs qui viennent sur lui en aide, et lui, il va quand même essayer de monter au dunk. En France, tu te ferais engueuler par ton coach. Aux USA, c'est une très bonne chose. Tu as osé faire quelque chose. Tu as l'ambition d'aller là-haut pour pouvoir faire les choses. Et donc, ils osent faire les choses, en fait.
Ils se cachent pas derrière le fait de oui, si je prends le tir, je risque de me faire un peu engueuler parce que machin, parce que. Non, eux, ok, ils veulent scorer 20 points, ils vont scorer 20 points. Je dis pas que c'est bien, hein. Ils veulent scorer 20 points, crois-moi qu'ils vont scorer 20 points. S'il faut shooter 50 fois, ils vont les scorer les 20 points. Ils osent faire les choses. Ils n'ont pas peur d'essayer des nouvelles choses. Même s'ils sont vus par des universités, même s'ils cherchent à être recrutés, le fait de voir ça, c'est tout bénef pour eux. Il y a un côté good, un côté un petit peu moins, un côté un peu plus sombre, parce que ça peut enlever un peu de performance. Mais, moi qui ai déjà parlé à des scouts en université, voire même des scouts NBA, ils aiment bien ça, les joueurs qui tentent des choses, qui osent, parce qu'ils n'ont pas peur de l'adversité. C'est plutôt dans ce sens-là. Leçon numéro 4, c'est encore plus le cas maintenant qu'à mon époque, mais les joueurs américains, dans leur mentalité, ils vendent leur qualité. C'est-à-dire que, alors là, je ne pensais pas aller dans ce truc-là, mais aujourd'hui, il y a le truc qui s'appelle NIL. C'est ce qui te permet d'être payé pour jouer en universitaire. Ok, très, très simple. Une équipe qui veut te recruter, elle te trouve un contrat NIL avec des agents ou avec une agence, enfin, ou avec des avocats, pardon. Et en gros, t'es influenceur, t'es créateur de contenu. Il y a une marque qui est associée à l'université qui va te demander de porter, je sais pas, son sweatshirt sur tes réseaux sociaux et eux, ils vont te payer. Et c'est ça qui permet d'être payé pour jouer au basket. T'es pas payé par l'université directement, mais l'université te donne des contrats pour que tu puisses être payé. Bref. Donc, déjà, les réseaux sociaux, c'est très important. Quand tu vas te faire recruter au basket, bien sûr qu'on va aller voir ton compte X pour vérifier que tu mets pas n'importe quoi. Bien sûr qu'on va vérifier tes réseaux sociaux de manière générale ou les traces que tu as pu laisser sur Internet. Donc il faut en prendre soin. Et les joueurs high school ou prep school que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ils mettent des actions, leurs meilleures actions, leurs qualités, leurs qualités sur le terrain sont sur leurs réseaux sociaux. Si c'est des mecs ultra athlétiques, il va y avoir plein de vidéos de mecs ultra athlétiques. Et donc quand les scouts ou les recruteurs vont visiter leurs réseaux sociaux, bah, ils ont déjà de quoi trouver. Okay, et donc, eux, ils mettent l'accent sur quelque chose de très important, c'est de faire des vidéos très qualitatives. À Spire Academy, aujourd'hui, quand ils recrutent un joueur, ils travaillent avec une agence, et les entraînements sont filmés par des créateurs de contenu, les matchs sont filmés par des créateurs de contenu, et donc du coup, ils ont une espèce de banque de données où chaque image sur laquelle tu apparais, tu l'as dans un espèce de Google Drive, etc., et tu peux l'utiliser pour mettre sur tes réseaux sociaux. Et ça, c'est intéressant pour plein de choses. C'est des très bons commerciaux de leur propre qualité. Okay, donc, eux, ils vont avoir le sens de individuellement se mettre énormément en avant sur leurs réseaux sociaux. Ça fait partie de leur mentalité. C'est des bonnes choses, ça peut mettre un peu de pression aussi. Souvent, c'est les parents qui forcent leurs enfants à publier, etc. Et voilà, enfin bon, bref. Ils vendent leur qualité. Le joueur américain, petit 5, le joueur américain, il adore la concurrence. Il vit avec la concurrence. S'il n'y a pas de concurrence, c'est pas intéressant. Donc, admettons que je suis basketteur américain, je me fais recruter par Duke, grosse université de basket, mais je ne serai pas leur superstar l'année prochaine. Et ben eux, ils vont avoir la mentalité de venir et de prendre la place du superstar. Ils adorent la concurrence. Et ils n'ont pas peur, c'est ça le truc. Ils n'ont pas peur. Et plus tu adores la concurrence, plus les équipes, elles aiment ça. Parce que ça donne des choses qui sont plutôt saines dans le groupe où chacun essaie de tirer le meilleur de l'un et de l'autre. Donc l'envie de concurrence, le besoin de concurrence est extrêmement important aux États-Unis. Et on peut en parler longuement. Moi, j'ai vécu des trucs où, aux entraînements, alors au tout début, le meneur titulaire et le meneur remplaçant, j'ai jamais vu un truc aussi intense. La concurrence, elle était, mais... Oh, et pourtant, dans les vestiaires, ils s'entendaient bien. Hein. Par contre, sur le terrain, mon gars, c'était chaud. Hein. Et ils respectent ça. C'est-à-dire que en dehors du terrain, les deux gars, ils étaient presque meilleurs potes. Par contre, sur le terrain, c'était assez ouf. Et à partir du moment où l'entraînement s'arrêtait, et quand j'en avais discuté avec eux, ils disent mais en fait, moi, la concurrence qu'ils m'offrent, j'aime bien. Ils avaient la maturité de dire la concurrence qu'ils m'offrent, j'aime bien, parce que ça m'oblige à être encore meilleur. Et en fait, tous les deux, on progresse de cette manière-là. Après, le meneur titulaire me disait, il prendra jamais ma place, mais au moins, on se pousse vers le haut tous les deux. Donc ils adorent cette concurrence-là. La sixième chose, c'est qu'ils construisent un réseau. Alors par les réseaux sociaux, bien sûr, mais ils ont une faculté à être très engagés socialement. Et donc je me souviens quand on allait voir, on faisait un tournoi,
il y avait un recruteur qui venait parler à un joueur, ouais, j'aime bien ton jeu, machin, je peux te poser 2-3 questions et tout, il posait des questions. 3 mois plus tard, on allait faire un autre tournoi, il y avait ce scout-là, et ben le joueur, il allait de lui-même lui dire bonjour, discuter un tout petit peu avec lui, etc., etc., etc. Il créait du relation, du networking, parce que c'est important aussi que le scout se rappelle de lui. Alors, on peut se dire, ouais, c'est du calcul, etc., mais il se crée un réseau. Aux USA, ils utilisent beaucoup X pour publier leurs highlights, pour parler au coach, pour envoyer leur... Voilà, ils ont l'habitude de se créer cette espèce de réseau-là. Et la 7e chose, c'est que la discipline bat le talent à chaque fois. Tu peux être le plus talentueux du monde, tu vas trouver des mecs travailleurs. Moi, je me souviens, il y avait une fille qui s'appelle Ashley, donc si elle regarde cette vidéo, parce qu'elle parlait français, elle était canadienne, elle se levait tous les jours à 5h du matin, avant de partir, elle faisait 2 heures de dribble, 1h30 de dribble, avant de partir, refaire du dribble, etc. Et elle, c'était pas forcément une talentueuse de base, mais par contre, elle a travaillé suffisamment dur pour être dans l'une des meilleures universités. Et moi, par exemple, j'avais été recruté par une division 2 NCAA qui s'appelait Notre-Dame College à Cleveland. Et la seule raison pour laquelle ils m'ont pris, c'était pas par rapport à mon niveau, c'était par rapport à mon état d'esprit et ma discipline. J'étais le premier à arriver à la salle, le dernier à repartir. Et ça, ils ont kiffé. Quand ils venaient nous voir nous entraîner, ils voyaient toujours le petit Frenchie au tout début, premier arrivé, le dernier à repartir. Et ils ont mis ça en avant sur le fait de vouloir me recruter là-dessus. J'ai pas pu y aller parce que j'avais pas de bourse, mais c'est quelque chose qui est important. Un basketteur américain travaillera quoi qu'il arrive plus dur que toi. Vous serez les deux en concurrence l'un à l'autre, il cherchera toujours à travailler plus dur que toi. Et donc, ça nous amène à notre 3e partie, on va dire, c'est les limites et les points positifs qui peuvent nous inspirer. Les limites, c'est que ça te met énormément de pression, ok? T'as énormément de pression pour pouvoir toujours travailler, toujours être le meilleur, toujours être machin, toujours être truc. La concurrence, c'est très dur au quotidien, c'est très demandant physiquement et mentalement. Ça demande une discipline d'enfer. Ça demande un état d'esprit, une façon de vivre et tout ça. Et ça peut être parfois un peu stressant, ça peut être parfois un peu too much, un peu trop. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Et donc, quand tu vas, toi, jouer aux États-Unis, quand tu veux aller à ce niveau-là, tu te rends compte que t'es personne. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts parce qu'ils voudront ta peau. Ils voudront vraiment ta peau. Et au tout début, tu vas te dire, mais les mecs, ils me parlent pas. Je suis pas ton pote. Ils vont te dire, je suis pas ton pote. Me parle pas comme ça. Au bout d'un moment, ça revient, tu vois. Tu te remets à parler avec eux, mais parce qu'une saison, sinon, c'est long. Mais voilà, bref, il y a cette limite-là. Et il y a des choses quand même qui sont positives. C'est que si tu arrives à avoir cette mentalité-là, les bons côtés de cette mentalité américaine, tu peux voyager partout. Et ça, tu vas pouvoir le transposer dans plein d'autres choses. Dans le basket, bien entendu. Mais si tu peux pas faire basketteur professionnel parce que tu as une blessure, parce que tu n'y es pas arrivé, ça arrive à tout le monde. Moi, ça m'est pas, je suis pas basketteur pro. Mais par contre, j'ai pu transposer ça dans les entreprises que j'ai créées. J'ai pu enseigner des cours dans les cours que j'ai fait. Et puis, quand je serai parent, dans le fait d'être un parent, je vais pouvoir... cet état d'esprit de vouloir faire mieux, de vouloir faire plus, de vouloir prendre les choses au sérieux. Et voilà, donc il y a du positif à tout ça, mais bon voilà, faut être préparé. Donc je voulais vous faire un peu ce truc sur la mentalité américaine. L'épisode podcast risque d'être un peu court, en plus il a coupé parce que la caméra a surchauffé tout à l'heure et qu'il doit faire vraiment 35 degrés. Je suis tout transpireux, je pense pas que vous le voyez à l'image. Mais voilà, bref, si c'est un épisode podcast qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager à fond. Et puis si l'épisode marche et que ça fonctionne, pourquoi pas en faire un autre, sinon on verra comment on fait. Voilà, je vous dis à très vite, c'était Coach Mathis. Je vais aller prendre une bonne douche fraîche. Ciao.